J'ai une petite... Bonjour, Madame, vous m'entendez bien? Je vous entends pas, moi. début, Alors, ma je crois que question c'était la c'était, est-ce position. que vous avez déjà fait de la thermodynamique? Oh, madame, on a fait une petite leçon avant le vacances, mais on n'a rien vraiment fait. Oui? On a fait une petite leçon, c'est rien, c'était seulement avant les vacances. Euh, On est en Qu'est-ce que vacances vous maintenant. avez fait dans la thermodynamique? C'est vraiment une introduction et une revision de ce qu'on a fait avant, des notions. D'accord, du coup, ça te dérange pas si on refait tout? Ouais, non, on refait, je crois, c'est mieux. D'accord, Bien sûr. ok. Ben, du coup, le plan du cours, là, on commence avec les notions de la thermodynamique, tout ce qui est gaz parfait, système fermé, isolé, énergie interne. Après, l'énergie, effectivement, d'un système thermodynamique. Bah, excusez-moi là pour la trajectoire. Bien sûr. Modèle du gaz parfait. Après, modèle du gaz parfait. Équation d'état et tout. Après, ensuite, on passera au premier principe. Et enfin, on fera quelques exercices avec l'étude du cas des systèmes incompressibles. Alors, au tout début du cours, on étudiera les systèmes là. Il y a trois types de systèmes en thermodynamique. Il y a un système ouvert qui peut échanger de la matière avec le milieu extérieur. Système fermé n'échange pas de la matière avec le milieu extérieur. Et enfin, le système isolé qui n'échange ni de la matière ni de l'énergie avec le milieu extérieur. Et qui dit énergie, dit soit chaleur, soit énergie mécanique, électrique ou quoi que ce soit. Du coup, nous, on va principalement étudier le système thermodynamique fermé. Alors ça, c'est juste un exemple d'un système qui comporte un évaporateur, un détenteur, un compresseur, un condenseur pour déterminer lesquels de ces systèmes-là est fermé ou bien ouvert ou bien isolé. Alors, la question est, est-ce que le compresseur, c'est quel type de système? Réponds-moi. Le compresseur, ça, on le donne une vapeur en basse pression. Il, euh, il nous donne une vapeur en haute pression. Du coup, il fait quoi? Il, f- il juste comprime la vapeur. Du coup, c'est quel type de système selon toi? De quel type de système? Le compresseur, oui. C'est quel type de système? Compris. Ça? Regardez, il y a trois. Il y a Ouais, l'ouvert c'est bon. qui change de la matière. Est-ce que le compresseur change de la matière avec le milieu extérieur? Non. Est-ce qu'il change de l'énergie avec le milieu extérieur? Non. Du coup, Donc, c'est isolé. Ben non. Pas isolé. On ne peut pas Euh, échanger. Bah attends. Oui, 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 c'est isolé. En vrai, non, non, il change de la matière parce que on le donne une vapeur, il nous donne une autre vapeur, tu vois. Ah, Et du coup, c'est quel type de d'accord, je système comprends, je comprends. Bah, ouais. C'est pas un grand ouvert? changement, mais c'est un changement. Bon, bah, je comprends. Ouais. Euh, du Donc, c'est coup, ouvert. ça, c'est juste un exemple. Après, on Ouais. passe à l'étude de l'énergie. Du coup, on a l'énergie en thermodynamique ou bien en mécanique ou bien en physique en général. C'est composé de deux types d'énergie. Une énergie macroscopique et une énergie microscopique. L'énergie macroscopique, c'est tout ce qui est énergie mécanique.
soit l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, c'est-à-dire ce que l'on voit macroscopiquement. L'énergie cinétique, c'est la variation, ça a une relation avec la vitesse, du coup c'est macroscopique, la vitesse du système. Et l'énergie potentielle, c'est macroscopique aussi parce que c'est pas quelque chose d'interne au système. Euh, Après, il y a l'énergie interne. L'énergie interne, c'est la nouvelle grandeur que vous allez étudier en thermodynamique cette année-là. C'est le type d'énergie qui caractérise les énergies microscopiques. Et qui dit les énergies microscopiques dit énergie cinétique microscopique, énergie potentielle microscopique et, euh, et dans un deuxième temps une énergie euh, nucléaire. Mais ça, ce n'est pas, vous n'avez pas étudié ça. Du coup, pour nous, l'énergie interne, c'est juste l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Et pour éclaircir plus la notion de l'énergie cinétique microscopique, tu vois, là, l'expression de l'énergie cinétique, c'est un demi mv carré. Tu connais? Une demi, avec carrément. Ouais. Du coup, pour l'énergie cinétique, ça, c'est pour l'énergie cinétique macroscopique. Que la vitesse grand V, c'est la vitesse de notre système. C'est la vitesse macroscopique moyenne. Mais pour l'énergie cinétique microscopique, c'est un demi mv carré avec quelques V, c'est la vitesse des particules Un qui demi, composent avec le carrément. système. Du coup, c'est comme il calcule la vitesse d'interaction entre entre les particules qui constituent notre système, les chocs entre eux, tu vois. En gros, c'est quelque chose de microscopique et ben, on va juste l'avoir dans le premier principe, dans le chapitre du premier principe. Après, on passe. Les variables d'état. Les variables d'état, ce sont des grandeurs en thermodynamique qui caractérisent l'état d'un système thermodynamique. Et qui dit état d'un système thermodynamique dit est-ce que euh, c'est liquide, gaz, plasma, solide ou quoi que ce soit. Et du coup, les grandeurs qui caractérisent ce système-là, ce sont la pression, le volume, la quantité de matière N, la température, la température T absolue en Kelvin. Alors, ce qui caractérise ces variables-là, c'est que lorsqu'on change l'un de d'eux, l'état du système tout entier change. Du coup, si on a un système avec une pression PI, un volume VI, quantité de matière NI et une température TI, et si on change par exemple la température, on l'augmente jusqu'à une autre valeur TJ par exemple, l'état de notre système va changer, l'état du système tout entier va changer. Du coup, bah, c'est pour cette raison-là qu'on les appelle des variables d'état. Et en thermodynamie, on étudie principalement les équations qui relient ces variables d'état. Du coup, par exemple, la pression et le volume, la grandeur qui les relie, ça s'appelle la compressibilité. La compressibilité, c'est la capacité d'un système de se comprimer lorsqu'on change soit la pression, soit le volume. Du coup, si on a quelque chose qui est très dur, par exemple, bah, si on essaie de changer son volume, sa capacité de s'adapter à ce nouveau volume, c'est bien la compressibilité, tu vois. Bah, ça, on le verra après en tout cas. Après, il y a les transformations thermodynamiques. On a trois types de transformations. Du coup, comme je t'ai dit avant, la variation ou bien la modification de chacune de ces variables d'état change l'état du système tout entier. D'accord. Et Oui. lorsque lorsque on peut faire une transformation sans changer
d'autres grandeurs. Du coup, pour une transformation thermodynamique qui s'effectue à une pression constante, c'est-à-dire qu'on change soit le volume, soit la quantité de matière ou bien la température, ça s'appelle une transformation isobare. C'est-à-dire iso, c'est un préfixe qui signifie la même. Isobare, c'est-à-dire sous la même pression. OK? Et après, pour une transformation qui s'effectue avec un volume constant, ça s'appelle une transformation isochore. Une température constante, ça s'appelle une transformation isotherme. Du coup, ça, c'est du vocabulaire de la thermodynamique, c'est important pour les exercices parce que s'il te donne, par exemple, une transformation isochore, tu dois conclure que ça s'effectue avec un volume constant. Du coup, s'il ne te donne pas un V2, par exemple, il te donne juste un V1, le volume avant la transformation et V2, le volume après la transformation, tu dois conclure que V2 est égal à V1. OK? Oui. Euh, après, les états de la matière. Du coup, ça, c'est juste les états de matière, solide, liquide, gaz. On passe au modèle du gaz parfait. Alors, le modèle des gaz parfaits, c'est un modèle avec lequel on va faire l'étude et on va faire des approximations pour les autres gaz ce modèle-là pour simplifier l'étude. Ce modèle des gaz parfaits en gros chaque gaz qui n'a pas d'interaction intermoléculaire. Tu vois là, ils sont constitués des molécules. Et pour qu'un gaz qui n'est pas parfait soit un gaz parfait, il faut qu'il soit déjà proche de la colonne des gaz parfaits dans le tableau périodique et il faut qu'il soit dilué dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gaz dans un grand volume, tu vois, dans un grand espace. Du coup, la première grandeur qui caractérise le modèle du gaz parfait, c'est la masse volumique. Bah, c'est la masse qui est dans un volume fixé et ça se calcule en kilogrammes par mètre cube. Et il y a aussi la température. En Kelvin, c'est la température en Celsius plus 273,15. Euh, oui, bah, il faut noter que la température, lorsque ça augmente, l'agitation intermoléculaire, ça augmente. Et du coup, on est plus loin d'être un gaz parfait. Parce que les gaz parfaits, ce sont des gaz qui n'ont pas trop d'agitation intermoléculaire. C'est-à-dire, tu vois l'énergie cinétique microscopique, je t'ai dit avant, c'est-à-dire qu'elle est faible. Il y a pas la vitesse intermoléculaire est faible. Du coup, il n'y a pas d'interaction intermoléculaire et du coup, notre température est faible parce que la température est directement liée aux interactions microscopiques. C'est compris? Oui. Que ça, c'est du qualitatif. Tu auras des questions sur ça dans n'importe quel problème. On passe, il y a aussi la pression. La pression mesure l'intensité des chocs moléculaires sur la surface. Tu sais, là, l'expression des unités, on a le Pascal, c'est le newton sur le mètre carré. Du coup, la pression, là, c'est le newton, c'est la force sur la surface. La pression, ça se définit par l'intensité de la force sur une surface fixée. Du coup, si on prend par exemple une paroi dans laquelle il y a à l'intérieur un gaz, euh, si, euh, si on veut mesurer la pression de ce gaz-là, ça revient à mesurer la force qu'exerce ce gaz sur la paroi en tenant compte la surface de la paroi. Tu vois?
tu vois la définition de la pression, ça vient d'où? Pas vraiment. Pas vraiment? Ok, alors, imagine, tu as une boîte et tu as à l'intérieur un gaz qui est très... un gaz. Et tu as une grande pression de ce gaz-là à l'intérieur de la boîte parce que, par exemple, tu diminues le volume de cette boîte-là. Du coup, on veut avoir une vision plus claire sur la pression de ce gaz-là à l'intérieur de de cette boîte. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On mesure, on mesure la force qu'exerce le gaz sur la paroi de la boîte et on fait le quotient de cette force-là sur la surface de la boîte et on obtient ainsi la pression. Compris? Du coup, le plus qu'on a une force importante, on aura une pression importante. Ben, après ça, c'est pas trop important. C'est juste pour avoir une vision un peu plus physique sur c'est quoi la pression. Compris? Oh, On passe. Alors, ça, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Du coup, c'est pour un gaz parfait, on a ce produit-là, la pression fois son volume est une constante. Après, ça, c'est pour une transformation isotherme. Isotherme, c'était quoi? le terme? Isotherme, la transformation isotherme, c'était quoi? Tiens. Oui, Euh, j'ai pas bien entendu. PV égale au compte. C'est une transformation sous quelle grandeur qui est constante? Ouais, moi, j'ai pas entendu la question, maintenant. C'est quoi une Sous quelle transformation? grandeur? Oui, quelle grandeur est constante en cours de la transformation? Euh, Oui, voilà, alors, on a une transformation isotherme, c'est une transformation sous une température constante, therme. Ça vient à température thermique, tu vois. Ok? une minute. Une minute. Pouvez-vous, madame, retourner? Oui, Ouais, ouais, PV. température constante, transformation isotherme. Température constante, transformation. D'accord. Du coup, la loi de Boyle-Mariotte, dit que lors d'une transformation isotherme, c'est-à-dire si on a une même température tout au cours de notre transformation, on aura toujours ce produit-là fois V qui est égal à une constante. Et après, on a montré que ce produit-là est égal à N fois R fois T, avec N est la quantité de matière de ce gaz-là supposé parfait, R est une constante et la température. Du coup, si on veut revenir à la loi précédente, si on a une température constante, on aura toujours ce terme-là, N fois R fois T constant. Voilà, si on a par exemple deux températures au cours de notre transformation T1 et T2, on aura par exemple P1 V1 égale à nRT1 et P2 V2 est égal à nRT2. Et puisque la transformation est isotherme, on aura T1 est égal à T2 et du coup ce terme-là de nRT1, ça sera égal à nRT2 et du coup 1V1 est égal à P2VE et on remonte à la loi de Boyle-Mariotte. OK? Ça s'appelle l'équation d'état des gaz parfaits. Parce que les paramètres d'état qu'on a vus tout à l'heure, les variables d'état, la pression, le volume, la quantité de matière et la température, c'est une équation d'état qui relie tous ces paramètres-là. Et pour les gaz parfaits, c'est aussi simple que ça. Le produit de la pression fois le volume est égal à
N fois R fois T. Du coup, ça, c'est l'équation d'état des gaz parfaits. On aura besoin de ça après. Alors, les limites de validité du modèle de gaz parfait. On a dit que le modèle des gaz parfaits, c'est un modèle qu'on on fait recours à ce modèle-là, pas forcément que lorsqu'on a un gaz parfait. On peut supposer qu'un gaz quelconque est parfait sous quelques conditions. Sous la condition qu'il soit dilué dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a trop de gaz qu'il y a très peu de gaz dans un grand espace. Et, euh, et la condition qu'il soit proche à la colonne des gaz rares dans le tableau périodique. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais la colonne des gaz rares dans le tableau périodique? Euh, tableau périodique. Oui. Pas vraiment. Alors, je vais chercher ça. Alors, c'est ça le tableau périodique, tu le vois, Khalil? Oui. Alors, on a ici la dernière colonne. Tu sais que les familles du tableau périodique sont classifiées par les colonnes. Du coup, ça, c'est une famille. La colonne en rouge, c'est une autre famille. Ça, c'est une famille. Ok? Ah, Compris? oui, je sais que Du coup, là, la dernière colonne, là, c'est la 18e colonne. C'est la colonne des gaz parfaits. Du coup, le hélium, le bon, néon, l'argon, le krypton, le xénon, le radon, ce sont des gaz parfaits. ah, d'accord. Plus le gaz est proche, la colonne de gaz est proche de cette colonne-là, plus on peut supposer que le gaz est parfait. Ok, t'as compris? Oui. Du coup, on a cette colonne-là. Par exemple, si on a ben, le gaz de, je sais pas, N2 par exemple. N2, c'est constitué de deux molécules d'azote. Ça sera, c'est un peu proche au néant. Le néant est considéré comme un gaz parfait. Du coup, on peut considérer que le N2 est un gaz parfait. OK? Sous certaines Oui. conditions. D'accord? Oui. Alors, maintenant, on va voir les limites de ce modèle-là, parce que ce modèle n'est pas valable toujours. Du coup, le modèle des gaz parfaits réalise les hypothèses suivantes. Le volume d'une molécule de gaz est négligeable devant le volume total du gaz occupé par le gaz. C'est ce que je t'ai dit avant de le truc là de la dilution. Le volume d'une molécule de gaz est négligeable devant le volume total occupé par le gaz. C'est-à-dire que la molécule est très petite devant la distance qui la sépare entre une autre molécule de ce gaz-là dans ce volume-là qui est occupé par le gaz. T'as compris? T'as compris? Oui. Bah, si t'as pas compris, je peux dessiner pour toi genre les molécules du gaz dans un récipient, quoi. Compris? Oui. J'ai compris. Ok. L'énergie d'interaction entre molécules d'un gaz est négligeable devant l'énergie cinétique totale. Ça, c'est ce que je t'ai dit à propos de l'énergie cinétique microscopique qui a une relation directe avec la température. Du coup, si l'énergie d'interaction entre molécules qui est énergie cinétique microscopique est négligeable devant l'énergie cinétique totale. L'énergie cinétique totale, c'est pardon, c'est l'énergie cinétique macroscopique. OK? Ça marche? Oui. Du coup, c'est comme si on a une faible, pour traduire ces deux limites-là de validité du mode du gaz parfait, c'est comme si on a une très basse température.
ça un très grand volume. Du coup, si on a un gaz dont la colonne, dont le tableau périodique est proche de la colonne des gaz rares, et on a de plus un volume très important, ce volume, ce sera évidemment très important par rapport au volume de la molécule de gaz. Et en plus, on a une température faible, on aura forcément un modèle de gaz parfait. Alors, du coup, un gaz réel, non, on passe au modèle des gaz réels, qui n'est pas parfait. Un gaz réel a les propriétés suivantes. Il occupe un volume minimal, c'est ce que je t'ai dit là. Le gaz réel n'est pas dilué. Du coup, il a un volume vraiment très pas important devant sa quantité de matière. Du coup, c'est comme si on a un très grand nombre de molécules du gaz dans un très peu de volume. Du coup, on aura une pression importante. Compris? Je t'en prie. Du coup, ça c'est l'autre modèle, le modèle du gaz réel. Ça ne vérifie pas l'hypothèse du gaz parfait et du coup, on pourra utiliser cette équation d'état. Alors, le modèle des gaz parfaits n'est pas utilisable pour les cas suivants. Pression, faible volume, température. Ça, c'est important de les connaître parce que dans les exercices, s'ils te disent qu'on a, par exemple, une basse pression, un volume important et une haute température, du coup, bah, ça sera un modèle de gaz parfait et tu pourras utiliser cette équation d'état. Ça marche? Du coup, ces paramètres-là, tu dois savoir quand ils donnent l'hypothèse du gaz parfait. Ça marche? Allez, dis-moi, quand on a l'hypothèse du gaz parfait. L'hypothèse des gaz parfaits, Par rapport à la température, par exemple. pas, Est-ce que le modèle de gaz parfait est valable pour une température importante ou bien une température faible? euh, valable pour quelle température? Oui, ça, c'est une question. Ouais, ouais, ouais. Pour quelle température on peut prendre le modèle des gaz parfaits? On peut considérer un gaz réel comme un gaz parfait. Ouais, ouais. Le gaz parfait, c'est plus arty. Tu peux toujours revenir Oh, à l'énergie cinétique microscopique. On a dit que l'énergie cinétique microscopique doit être faible. Du coup, Ça, l'interaction. la pression, euh, Oui. elle dépend de la température. C'est-à-dire, plus que la température oui, s'augmente, on doit aussi augmenter la pression à l'intérieur. Non, c'est l'inverse. Ah ouais. Oui. Tu vois, là, l'équation, ça ne veut pas dire que si on augmente la température, on doit augmenter la pression. Ça, c'est l'inverse, puisque le modèle du gaz parfait, c'est valable pour une faible température, un grand volume. Du coup, une faible température et un grand volume, ça donne une faible pression. Parce que la pression, c'est R fois T sur V. Si T est faible, V est important. Du coup, 1 sur V, ça sera aussi faible. Du coup, c'est comme si tu as un produit de deux grandeurs qui sont faibles. La pression, c'est NRT qui est faible fois 1 sur V qui est faible parce que le volume là est grand. Tu sais, là, faible volume, basse pression. Là, pardon. Bah oui. Ah oui, oui, j'ai dit l'inverse, j'ai dit l'inverse. Du coup, bah, la température, ça sera du coup faible si on a un volume grand. Mais pour le modèle du gaz parfait, on a un volume faible. Compris ou pas?
volume faible. Euh, Répète-moi ce que je t'ai Microsoft. dit à propos de la dilution du gaz. Pour qu'un gaz soit parfait, il faut qu'il soit dilué. Dilué. Oh, oh, Alors, joli. Bon, bon, je comprends. Gaz réel occupe ça. du coup, quelles sont les propriétés des grandeurs P, T et V pour qu'un gaz soit réel, soit parfait? Euh, ouais. Euh, c'est déjà écrit le volume d'un molécule de gaz négligeable. Bon, le volume total occupé par le gaz et l'énergie d'interaction entre les molécules d'un gaz est négligeable devant l'énergie cinétique totale. C'est-à-dire, que peut-on conclure sur le volume? Euh, le, le volume, Oui. ouais, c'est-à-dire le volume d'une molécule, une molécule ne va pas avoir la majorité du volume qui est total occupé par le gaz. Bah, non, bah, il faut avoir un faible Ouais, volume. non, c'est ça. C'est ce que tu as dit? Le volume d'une molécule de gaz est négligeable devant le volume total occupé. Du coup, le volume du gaz doit être très grand pour que le Ouais, volume de la ouais, molécule. c'est la même qu'un gaz réel, vraiment. Bah non, ça, c'est les limites. Ouais. Moi, je veux que tu me dises quand on aura le modèle du gaz parfait, valable. Le modèle de gaz, ouais. Alors, c'est valable, donc c'est oui, ça doit être l'opposé dans des petites Oui, pressions oui, c'est ça. Dans des euh, faibles pressions. Et et un volume, un grand volume oui, un grand volume. et haute température. Du coup, bah, bravo. Allez. Euh, Premier principe de la thermodynamique. Ben, maintenant, on passe au premier principe de la thermodynamique. Ça s'appelle aussi le principe de la conservation. C'est un principe, il donne une idée sur la conservation de l'énergie d'un système thermodynamique fermé. Il faut noter que le système doit être fermé pour que ce premier principe s'applique. Système fermé qui ne peut échanger que de la matière avec le milieu extérieur. OK? Et- Du coup, qu'est-ce qu'il dit ce premier principe-là? Il dit que l'énoncé de ce premier principe, c'est que pour tout système fermé, la variation de l'énergie totale, qui est dans ce cas-là l'énergie interne, parce que pour un système fermé, on aura l'énergie cinétique et l'énergie potentielle nulle. OK. On aura la variation de cette énergie interne. Tu vois là, variation de l'énergie interne, c'est ça. Delta U ouais. là. C'est comme si on fait la variation de toute cette énergie-là. Ça, c'est l'énergie totale. Et puisque notre système est fermé, que la variation de l'énergie totale, ça sera nul. Tu vois? Puisque le système est fermé, ce total peut être. L'énergie totale, ça se conserve. Ouais, Parce d'accord. que ça, c'est un principe de conservation d'énergie. Il conserve l'énergie. L'énergie avant la transformation, c'est l'énergie après la transformation. OK? Ouais, je comprends. Du coup, bah, l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie interne. Si la variation de l'énergie totale est nulle, ça veut dire que la variation de l'énergie interne plus la variation de l'énergie potentielle plus la variation de l'énergie cinétique est égale à zéro. OK? Ouais. Et, et nous, on sait très bien que la variation de l'énergie cinétique est égale à moins le travail. OK? Tu sais, tu sais, Non. la variation de l'énergie cinétique est égale à moins le travail des forces extérieures. Alors, répétez, madame, votre voix, ça coupe parfois.
La variation de l'énergie cinétique, la variation de Force l'énergie cinétique est égale à moins le travail des forces extérieures. en moins de travail des forces extérieures. Ouais. Oui, appliqué. Tu connais là le travail des forces, comment on se calcule? Travail de force. Oui. Ah, pardon. Ouais. Tu connais ou pas? C'est l'énergie formulée par la force lorsqu'un point d'application se déplace. Oui, j'ai pas bien. Oui. J'ai dit, c'est l'énergie formulée par une force lorsque le point d'application se déplace. L'énergie fournie par la force. C'est quoi l'expression là du travail? W est égal à Fs. C'est égal à F, force, et S. Fs? C'est quoi? Fs. C'est quoi S? S, déplacement. Ah, ok. Euh, Soit du déplacement. coup, on a aussi la variation de l'énergie potentielle. Euh, c'est égal à moins delta Q qui est le transfert thermique. L'énergie potentielle, ça a une relation avec l'agitation du système et du coup l'énergie interne. Parce que l'agitation du système microscopiquement, bien aussi macroscopiquement, ça a une relation, comme je t'ai dit avant, avec la température. Du coup, lorsqu'on fait ici la variation de tout ça, on aura une variation d'énergie interne qui est égale à moins la variation de l'énergie cinétique, moins la variation de l'énergie potentielle. D'accord? Parce que tout ça est égal à zéro. Ok. Madame? Oui. Alors, répétez. On va couper notre temps. Alors, j'ai dit que la variation de l'énergie interne est égale à moins la variation de l'énergie potentielle, moins la variation de l'énergie cinétique. Parce que tout ça, sa variation est nulle. Du coup, on peut faire les deux variations de ces deux énergies-là dans l'autre terme. OK? Ouais. Du coup, on aura le premier principe. J'ai dit juste oralement une idée sur la démonstration, mais c'est pas de votre niveau de faire. Bah, du coup, on aura la variation de l'énergie est égale et le travail de mécanique plus le transfert. Euh, il faut toujours mettre en tête que ce n'est que pour un système fermé. Et du coup, le système fermé ne change pas de matière, il change juste l'énergie. Et puisque le travail là et la chaleur, le transfert Q, c'est une forme d'énergie. D'ailleurs, leur unité, c'est le joule. Du coup, c'est une forme d'énergie. Ça, c'est une forme mécanique d'énergie. Et ça, c'est une forme thermique d'énergie. Du coup, là, sa variation de l'énergie interne est égale à la somme de ces deux termes. Bien compris ou pas? Après, on fera des exos sur ça. D'accord. OK. Travail. Voilà. Le travail W est lié à la variation du volume d'un système thermodynamique. Par exemple, le piston d'un moteur. Du coup, c'est un canal d'énergie mécanique. Tu vois là, si on change la position du piston d'un moteur, qu'est-ce qui change? Le volume de ce piston la change. D'ailleurs, l'expression du travail, c'est moins PDV, que P, c'est la pression, et PV, c'est la variation du volume. Du coup, par exemple, pour une transformation isochore, le travail, ça sera quoi, Khalil? Oh non. Transformation isochore. Transformation isochore. Voilà, qu'est-ce que...
qu'une transformation isochrone. Transformation isochore. Isochore, volume constante. Oui, et puisque le travail est lié à la variation du volume, Juste un dernier exemple. Le travail, W est lié à la voiture. Donc W est constante. non, le travail, c'est pas lié au volume, c'est lié à la variation du volume. Du coup, si on a un volume constant, sa variation, ça sera nul. Ah ouais, donc c'est bien changé. Oui, le travail, du coup, ça sera nul. D'accord. Voilà. Du coup, et pour le transfert thermique, c'est une grandeur algébrique. Ça, c'est aussi pour le travail. Le travail, c'est aussi une grandeur algébrique. Parce qu'il se peut que cette variation-là soit négative ou bien positive. Il se peut que le volume augmente ou bien diminue. D'accord. Ou, comme je t'ai dit avant, que le travail est égal à moins P dV. C'est Point inversement PTV. moins P dV. Oui, PTV. avec, avec P la pression et dV le volume. D'accord. Ok, on passe. Si on a un Q positif, du coup, le système reçoit de l'énergie. Q négatif, le système perd de l'énergie. C'est comme là, le positif et le négatif de notre système, c'est ce qu'il reçoit et c'est ce qu'il perd. S'il a une énergie de positif, il la reçoit. S'il a quelque chose de négatif, bah, il la perd. Et ça, c'est toujours pour un système fermé, parce que le système ou système isolé, ça change pas d'énergie, ok? Il n'a pas d'échange d'énergie. D'accord. Il n'y a pas échange d'énergie. Ok. Pour tout autre système. Alors on passe. Cas de système incompressible. Un système, c'est ce que je t'ai dit avant pour le système incompressible, c'est la compressibilité d'un système, ça a une relation avec son volume et sa pression. Du coup, là, on définit ainsi la compressibilité. Et c'est lorsque son volume ne varie, on considère que cela est le cas si la masse volumique est constante. Pour un système incompressible, delta U est égal à Q. Pourquoi? Et delta U, en principe, c'est égal à W plus Q. On est d'accord? Et pourquoi le W là est égal à zéro pour un système incompressible? C'est parce que, comme je t'ai dit avant, que le travail, ça a une relation avec la variation du volume. OK? Si on change le volume de notre système, son travail mécanique, ça change. Ça a une relation, ça a une valeur non nulle, soit positive, soit négative. OK? Et puisque ici, on a un système incompressible, c'est un système qui n'a pas de variation de volume. Il, euh, il a un volume constant euh, malgré volume constant malgré que la modification des autres paramètres d'état, des autres grandeurs d'état. Du coup, Répétez, madame? un système incompressible, c'est un système qui ne change pas de volume lorsqu'on change les autres grandeurs d'état. Par exemple, les grandeurs d'état, ce sont quoi? Ce sont la pression, la quantité de matière, la température et le volume. Si on a un système donné fixé et on change sa pression, pour que ce système-là doit changer le volume pour qu'il ne fasse pas une transformation thermodynamique. Et du coup, un système là incompressible, c'est un système que lorsqu'on change une de ces paramètres, son volume ne change pas. C'est comme si c'est quelque chose de difficile de changer son volume. OK? T'as compris ou pas? La notion de l'incompressibilité. Imagine, on a une seringue
et on a une pression très grande à l'intérieur de la seringue. OK? Ouais. Du coup, si on pousse notre doigt euh, vers l'avant, du coup, du coup, on augmente la pression à l'intérieur de la seringue. À un moment donné, on ne peut plus diminuer ou bien diminuer le volume. Le volume, ça sera fixé alors dans une valeur donnée, mais la pression, ça augmente toujours. Le, la pression toujours monte, le volume ne peut pas Oui, changer. cette variation de volume qui est négligeable du volume de la seringue, ça donne, ça caractérise son incompressibilité. Du coup, c'est comme si le gaz à l'intérieur de la seringue, c'est incompressible. Il change pas de volume lorsqu'on change sa pression. Parce que lorsqu'on pousse notre doigt, la pression augmente. La pression augmente. Qui dit la pression augmente dit que les particules et les molécules de gaz, ça s'agite entre eux d'une manière importante, mais le volume ne change pas toujours. Ne change toujours pas. OK? C'est ça Ok. l'incompressibilité. Du Le coup, puisque volume ne le change volume pas, ne mais la change pression pas, change. oui, et puisque le volume ne change pas, on a une variation de volume nulle, presque nulle, OK? OK? Une variation de volume nulle, ça donne un travail nul, OK? J'ai compris? Oui, je comprends. Allez. Madame, j'ai dit oui. Ah, OK. Du coup, on aura un système incompressible, delta U est égal à Q, parce que W, ce sera nul. Hop. Delta E est égal à Q. OK, ça, c'est le premier principe. Ça, ce sont juste des En fait, exemples. madame, delta E est égal à Q, puisque B, c'est Voilà le W, c'est premier incompressible. principe. Premier principe. Delta U est égal W plus Q. Oh, puisque- Et Si puisque le, dans, si le système est incompressible, ça doit être puisque- W, W est égal à Q. pourquoi? Allez, explique-moi. Puisque W va être nul, Pourquoi? car le système c'est incompressible. Pourquoi? Pourquoi on aura un travail nul? Puisque le travail il est lié à la variation de la température. La température est constante, donc il n'y a pas de changement. Donc ça doit être Attends, attends. Le travail est lié à quoi? W est lié à la variation de la De... température. Non, Température. non, c'est pas de la température. Ah, La variation du volume. de volume, pardon. Et puisque le volume est constant, il ne peut pas changer. C'est très important. Ouais. Pourquoi le volume est constant? Le volume, je rappelle d'exemple de Sarange, où on Voilà. parlait comment la pression peut s'augmenter, mais le volume va rester le même. Il est limité. Du coup, on a toujours c'est ce cas particulier du premier principe qui est la variation de l'énergie est égale à Q pour un système incompressible. OK? C'est le système incompressible qui donne que W est égal à zéro. Parce que la variation du volume, là, ça sera très négligeable que le travail mécanique lors de cette transformation, ça sera nul. OK? Si t'as pas compris, eh ben, dis-le moi, je répète. Oh. Répétez ce que j'avais dit. Voilà. Là, je vais te donner un exemple. La seringue. Animation.
Voilà. Imagine, on a une seringue là, tu Ouais. vois. Les molécules en bleu et en rouge qui sont à l'intérieur, c'est notre gaz. OK? C'est un manomètre qui calcule, qui mesure la pression. Mhm. Et, et avec ce piston-là, on change de volume. Du coup, lorsqu'on pousse le piston à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Lorsqu'on pousse le piston à l'intérieur, comme ça, on augmente la pression. Tu vois, la pression, ça augmente. Avant, c'était juste 1000. Après, c'était 2500. OK? Et le volume, c'est diminué. OK? Le volume est diminué. Ouais. Mais pour un système incompressible, c'est un système lorsqu'on change le volume, lorsqu'on fait varier le volume là, si on pousse plus le piston vers l'intérieur, la pression ne va pas changer. Non, non, pardon. Si on change la pression, son volume ne va pas changer. Du coup, lorsqu'on pousse le piston à l'intérieur, le volume ne va pas changer, mais pourtant la pression va augmenter. C'est comme s'il a un seuil de volume, quoi. Compris? Ça, c'est l'autre cas. Ensuite, C'est compris ou pas? oui. Du coup, les systèmes qui ont cette propriété-là, ils sont dits incompressibles. Ça, c'est pas trop important. C'est juste pour savoir que pour un système incompressible, on aura toujours un travail nul pour se ramener toujours au premier principe. Parce que notre intérêt, ça sera de calculer cette variation d'énergie interne. Alors, la variation d'énergie interne sans changement d'état. Sans changement d'état, c'est-à-dire qu'on n'a pas un changement d'état. C'est-à-dire que, par exemple, notre système était liquide, ben, ça reste liquide. S'il était solide, ça reste solide. OK? Mais puisque notre système subit toujours une transformation thermodynamique, ça signifie pas, et si, s'il ne change pas d'état, ça signifie pas que ses grandeurs ne changent pas. La pression, le volume, la quantité de matière peuvent tous changer sans que notre système change d'état. Par exemple, pour un liquide, on peut changer son volume, on peut changer sa température qu'il change d'état, c'est-à-dire sans qu'il devienne liquide, solide, par exemple. OK? OK? Ok. Du coup, la variation de l'énergie interne sans changement d'état, c'est-à-dire que son volume aussi ne change pas. T'es d'accord ou pas? D'accord. Pourquoi le volume ne change pas? Euh, Puisque quand on change, normalement, quand on change la pression, le volume, quand, c'est-à-dire on augmente la pression, normalement, le volume doit diminuer. Mais Non, non, ça n'a aucune relation avec la pression maintenant. Maintenant, on n'est pas dans ouais, un même système. pas maintenant, c'est dans le cas normal, c'est pas dans le cas. Non, maintenant, toi, tu parles à propos d'un système incompressible. Le système incompressible, c'est celui qui a, qui, qui a une relation avec la pression et le volume. Non, c'est juste pour un système dynamique euh, euh, quelconque. Vraiment, madame, ça fait couper, j'ai seulement entendu quelconque. Ok. J'ai dit que pourquoi on a ici euh, le, vo- le, bah, le travail nul. Ouais, le travail nul. Parce que, C'était des zéro. voilà. Hmm.
travaille sur le système incompressible. Du coup, le travail est toujours nul. Du coup, on aura juste la variation de l'énergie interne égale à Q. Et puisque on a je sais pas si on l'a fait ou pas. La première loi de Joule était, attends, ah, c'est pas décrit là. Attends, je vais écrire. La première loi de Joule, ça dit que delta, delta U, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne, est égale à C delta. Et bon, moi, Vous avez fait ça? bon, on continue. Oui. Non, je vais dire la fin, si on s'en en vacances. C'est- Alors, ça s'appelle la première loi de Joule. Ça donne que la variation de l'énergie interne, la delta U, est égale à C fois delta T. Avec C, ça s'appelle la, la capacité thermique du système. La capacité thermique, c'est la capacité d'un système d'augmenter c'est en vrai la variation de l'énergie lorsque la température varie d'1 degré Celsius. Imagine, on a un système, on fait varier la température d'un degré Celsius, ok? Le changement d'énergie interne de ce système-là, c'est égal à la capacité thermique. Du coup, euh, du coup, un système qui a une grande capacité thermique, c'est un système dont l'énergie interne change considérablement lorsque la température augmente d'1 degré Celsius. Ok, c'est compris ou? Ah non. Euh, Ah, ça, en vrai, c'est pas très important, mais juste pour que tu saches que la capacité thermique a une relation avec l'énergie interne et la température. Du coup, euh, c'est c'est la capacité d'un système pour changer d'énergie lorsqu'on augmente la température d'1 seul degré Celsius. OK? euh, C'est pas très important déjà la signification de ce C-là. Du coup, on a cette relation-là. Et puisque delta U est égal à Q, on aura Q est égal à C fois delta. Mais ici, c'est écrit M fois petit c. Alors, ce petit c-là, c'est la capacité thermique massique. Attends, je vais écrire là. C'est euh, capacité thermique. Petit c, c'est la capacité thermique massique. OK? La capacité thermique massique, c'est égal à grand C sur la masse. C'est compris? Du coup, si on a dans l'expression de la première loi de Joule, ça c'est la première loi de Joule, je vais juste écrire ici, première loi de Joule. Ça, on a l'expression avec un grand C. Le grand C, là, du coup, si on veut euh, remplacer le grand C en utilisant cette expression-là, le petit c est égal à grand C sur M. Du coup, le grand C est égal à petit c fois M. Ok. C'est juste pour faire apparaître la masse.
Après, on a la variation de l'énergie interne avec changement d'état. Avec changement d'état, c'est M fois L. C'est Q est égal à M fois L. M, c'est quoi? Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a un problème là. Excuse-moi. Alors, avec un changement d'état, lorsqu'on a une variation de l'énergie interne, on aura le C là, c'est pas le même. Ce sera pas une constante. Ok? Du coup, on a une autre formule. Déjà ça, je sais pas c'est quoi. Je vais t'envoyer la formule après. On passe aux exos. On a l'exercice 1. Allez, tu lis. D'accord. Pour chaque affirmation, choisir là où les bonnes propositions. Oui. Un système, un système thermodynamique euh, peut échanger les matériels, Oui. échanger de l'énergie, ne pas échanger de la matière, ne échanger de l'énergie. On a Alors, trois types. avec le milieu extérieur. Alors, le système thermodynamique fermé, qu'est-ce qu'il échange avec le milieu extérieur? Il est fermé. Il change pas quoi? Le fermé ne change pas la matière ou l'énergie. Non, ça, c'est Ah, un système. isolé, pardon, c'est pas ça. Ouais. Oui. C'est le isolé qui change ni de la matière ni de l'énergie. Ouais, Le système fermé, ça change quoi? ouais. Euh, L'énergie. Ça change de l'énergie, oui. Parce que la matière, le seul système qui change la Ouais, mais matière, c'est le là, c'est pas seulement le système thermodynamique fermé, ouais, c'est en général. Pardon, j'ai pas entendu. Là, dans la première, c'est un système thermodynamique en général. Oui. Ouais, donc, c'est peut-être les quatre, puisque on a l'isolé, le fermé et l'ouvert. Euh, j'ai pas compris comment un système thermodynamique en général, c'est-à-dire ouvert? Euh, Ça veut dire les trois quand les trois sont des systèmes thermodynamiques. Parce que ça ne peut pas dire, dans cette question, on ne parle pas de le cas d'un système thermodynamique, ça veut dire, il parle des trois cas. Voilà, Euh, c'est faux. ah non, la question c'était sur le système thermodynamique fermé. Le système thermodynamique Ah, fermé, j'ai pas vu, pardon. il Fermé, change, ne peut ouais, échanger que la ouais, matière. pardon. Ouais, ouais, pardon. Ouais, fermé, c'est matière. Je cru qu'il allez, il parlait trop. Alors, il change que la matière. Du coup, le système fermé, ça change que la matière. Par contre, le système ouvert, il change la matière, l'énergie et tout. Système isolé, il ne change ni matière ni énergie. OK? C'est isolé. Oh, pardon. Alors, on continue. Un système isolé, ça change quoi? Un système thermique isolé ne peut pas échanger la matière ou et ne peut pas échanger de l'énergie. La matière, il ne change rien. Ouais. Tu continues. Continue, Khalid. Oui. L'énergie l'énergie interne d'un système macroscopique est d'origine
macroscopique. Fais attention, ça c'est un piège. Oh, un piège, oh, non, mais, un piège, ça peut dire n'importe quoi, hein. On peut dire le piège Allez, que allez, je vais t'aider. On parle macroscopique, je crois. d'énergie interne. Qu'est-ce que je t'ai dit au début de cours? L'énergie interne, ça, c'est quelque chose qui caractérise le système microscopiquement ou bien macroscopiquement. Euh, Khalil, regarde, on a ici les trois types d'énergie. Tu vois, ces deux types d'énergie-là, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, ce sont des énergies macroscopiques. On peut les voir, on peut les microscopique, madame. macroscopiques. Ils ont relation avec les comportements macroscopiques du système. Ok. Par contre, l'énergie interne caractérise l'état microscopique de notre système. Du coup, si ici dans la question, on a l'énergie interne d'un système macroscopique, le piège, c'était que le mot macroscopique là qui était dans la question, c'était juste pour caractériser le système. C'est le système qui est macroscopique, c'est pas l'énergie. Du coup, l'énergie interne, elle a toujours un caractère microscopique. Il caractérise notre système macroscopique microscopiquement. OK? Ah, t'as compris ou pas? Ouais. Je répète si t'as pas compris. Répétez-moi la dernière ligne que vous avez dit. Oh, Alors, j'ai dit que l'énergie, c'est quelque chose qui caractérise notre système microscopi- microscopiquement. OK? microscopique, hein. Bon. Par contre, les autres énergies U, E et C, E, énergie cinétique, pardon, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, ce sont des énergies d'origine macroscopique. Du coup, la seule énergie d'origine microscopique, c'est l'énergie interne. Il ne faut pas confondre ici s'ils te disent d'un système macroscopique. Parce que notre système, ça sera toujours souvent macroscopique. Ok. C'est bon ou pas? C'est bon. Allez, tu lis. Ouais. Euh, un système thermodynamique, que soit de la chaleur du milieu extérieur, est tel que la variation de son énergie interne vérifie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un système thermodynamique qui n'est pas caractérisé. Supérieur à zéro. Reçoit. Du coup, le mot-clé là, c'est reçoit la chaleur, Supérieur à zéro. soit de la Supérieur à chaleur du milieu extérieur, que la variation de son énergie interne vérifie. zéro. Alors, s'il reçoit de la chaleur, ça veut dire quoi? Quelque chose que l'on reçoit, c'est du positif ou bien du négatif? Positif, non? Positif. Ouais, Ouais. ça, je marqué déjà. Et bon, du coup, delta U, ça sera quoi? Delta U, supérieur à zéro. C'est positif. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ah, c'est déplacé. Euh, Lorsqu'un système de la... oh, lorsqu'un système de masse M échange de chaleur avec les milieux extérieurs sans changement d'état, sa température peut varier de T1 à T2 selon la loi que tu as le T2, hein, tu sais. Euh,
Alors ici, il faut un peu plus de calcul. Tu dois se rappeler de l'équation, la première loi de Joule. Je te laisse pour réfléchir à ça en prenant un papier, un stylo là. Je vais juste t'aider en te dire que tu vas utiliser la première loi de Joule là et bien sûr le premier principe. Ouais. Allez, D'accord. Non, non, non. Remonter à la deuxième loi. La loi alors, de t'as 5 minutes. c'était Voilà, tu notes là le premier principe, la première loi de Joule. Après, ouais, ça y est, ça y est. t'as noté? Ouais, ouais, Allez, je descends. Voilà l'énoncé. T'as 5 minutes. c'est compris. Ouais. Plus que la M fois C fois delta T. Donc, je crois que c'est ça, là. Allez, c'est quoi? Explique-moi pourquoi. Puisque d'après la variation de l'énergie interne, euh, Oui. delta est égal à Q et Q est égal à M fois C fois delta T. Delta T, c'est T2 moins T1. MC, c'est 1 fois T. Oui, bravo. Du coup, c'est ça. C'est ça. Ouais. Avec delta t égale à 2 moins t. Mais seulement on a calculé delta T, MC, on a relié. Oui, du coup, c'est C'est vrai. bravo. Ah, donc, Alors, on fait l'exo 2. Allez, tu lis. exode un ballon d'eau chaude électrique a une capacité de 240 litres. Le chauffage de l'eau s'effectue en tarif de Louis de 22h30 à 6h30. L'eau est portée de... Je peux pas avoir le numéro, là. Tu vois pas, ok. Pardon. Ah ouais, je peux pas avoir maintenant. Non. Euh, de l'eau de Sarif, l'eau est portée de 10 degrés Celsius à 25 à 85 degrés Celsius. Calculez la chaleur de la reçue par la chaleur reçue par l'eau du ballon. Ça, c'est comme la dernière question du premier exo. Tu vas utiliser effectivement cette relation-là. Juste à remplacer les valeurs. Allez, fais le calcul. Juste à toi. D'accord. T2, c'était 6h30. Et attention, ici, on n'a pas directement la valeur de la masse. Par contre, on a ici la masse volumique et on a le volume. Euh, on a masse volumique et et le volume, ouais. Allez, donne-moi la relation. Ouais, madame. Enfin, Oui,
de l'euro. Bon, on va calculer l'euro pour le volume, pour trouver le rond. L'euro, c'est la masse volumique. Oui. Donc, on va, on a, ouais, on va faire 1000 kilogrammes par mètre fois 240. L'euro de l'eau Attends, fois, attends, fais attention aux mais unités. on Ici, doit changer les sigles, puisque c'est litres et c'est kilogrammes unité, ici on a le litre et ici on a mètre cube. cubes. Ouais. Donc, on doit jeter à fois 10 à la puissance moins 3. Attention, du litre en mètre cube, c'est pas 10 moins 3. Est-ce que tu fais le calcul? Donne-moi déjà l'expression. L'expression, Oui. euh, Ah, d'accord, pardon, pardon. Non, j'ai fait des bêtises là. Oui, oui, on divise par 10 3. Par 10 3, oui. Du litre en mètre cube. fois 10 à la puissance moins 3. Ouais, c'est ça. Alors, c'est moins 3 en mètres. C'est pas M au cube, c'est M au moins 3. Puissance moins 3. Oui. Alors, donne-moi l'expression. L'expression, ça L'expression va pour être multiplication. ouais, 1000 fois 240 fois 10 à la puissance moins 3 fois, entre parenthèses, 22, 30, non, pardon, 6h30 moins 22, 30. Ah non, non, non. Non, non, ça c'est l'heure. Voici la capacité. Voici la capacité, c'est. Ouais, la capacité, c'est 4000, ouais, ouais. Car Oui, oui, c'est c'est 4000. MCT2. C'est, ça, c'est quand je parlais de 22, je parlais de delta T. Ok, ok. Ah, d'accord. Delta T, pardon? Ouais, Delta T, delta T. c'est la variation de la température. C'est pas du temps. Ah, pardon, ouais, c'est 85 moins 10. Oui, c'est Car 85. c'était, je sais pas pourquoi j'oublie. Ouais. Alors, fais Euh, le calcul et dis-moi si l'expression est bonne. Du coup, en principe, tu auras la bonne valeur. euh, puis, c'est kilogramme, ouais, kilogramme, je change pas au joule. Où est-ce que je change? Ah, ah non, ça change. 5, 10. Bon, je crois que je dois changer, hein. Est-ce que tu veux changer les unités ou quoi? Je parle de le c'est. Je dois aussi multiplier, ouais. Allez, je vais écrire la réponse. Et Euh, kilogramme, je parle de kilogramme. Je peux pas le changer ici. alors, Q est égal. Q est égal. On a, d'après la relation précédente, c'est fois C fois delta. OK? Puisque la masse, c'est ρ, je vais écrire ρ comme ça, fois, euh, fois volume, du coup, fois 240 litres divisé par 10,3, fois C, fois C, c'est ρ. C'est ça ta relation?
Ok. Euh, fois, fois T2 moins T1. Du coup, c'est 85, on m'a dit. 85, 10. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça ta relation? Ou pour faire le calcul, il faut juste remplacer et changer le volume là en mètres cubes en divisant par 10,3. Et ça marche? Ouais. Ouais. Allez, on passe. La deuxième question. Quelle doit être la présence électrique minimum chauffe-eau électrique? Quelle doit être la puissance électrique minimum? Maintenant, il nous demande de calculer la puissance électrique minimum du chauffe-eau électrique. Alors, la puissance, c'est quoi par rapport à l'énergie? Khalil, Oui, mais madame. la Je puissance, réfléchis, madame. c'est quoi la puissance par rapport à l'énergie? La puissance par rapport à l'énergie. Ouais. Oublié ou tu sais pas? J'ai oublié. Alors, puissance égale variation énergie sur, sur delta T. Excuse-moi, delta T. C'est le temps. Du coup, euh, on aura, puisque notre énergie dans ce cas-là, c'est l'énergie thermique Q, énergie égale grand Q, énergie thermique, et du coup, notre puissance P, ça sera égal à Q sur delta T. Notre delta T, c'est quoi? Notre delta T, c'est Delta T, c'est quoi? 5 moins 10. Oui? On n'entend pas bien. 75, j'ai dit. Oui? C'est quoi? Delta T. 75 delta T. Chaleur. Non, non, delta T, c'est pas la variation de la température. C'est la variation du temps, c'est la période. Du coup, notre ballon, le réchauffage s'est effectué depuis de 22h30 La jusqu'à période. 6h30. Oui. Du coup, c'est ça notre delta T, c'est le temps qu'a mis notre réchauffage pour être allumé dans la nuit. Ok. Du coup, c'est la variation de temps là. Du coup, de 22h30 jusqu'à 6h30, on a plusieurs d'heures. D'accord. Allez, allez, fais le calcul. Alors, delta T est égal, est égal la période, la période euh, qui est égale à c'est 2 heures, 6 heures, 8 heures, qui est égal 8 fois 3060, pardon, 3060 secondes. OK, Khalil?
Allô, Khalil, tu m'entends Oui, bien? pouvez-vous répondre? Oui. Oui. Alors, Khalil, Je ne sais pas pourquoi on m'a coupé. Oh, oh, non. Je vous dis, pouvez-vous répéter? j'ai dit que la puissance en général, c'est la variation de l'énergie sur delta. Du coup, c'est de combien ça varie l'énergie pendant une période donnée. OK? Maintenant, on a notre énergie, c'est de type thermique. C'est la chaleur qu'on a calculée dans la première question. C'est elle notre énergie. Du coup, cette variation d'énergie-là, c'est notre Q qu'on l'a calculée. C'est ça. OK? Et la période, c'est pas delta T, c'est pas la différence. C'est pas la différence de température, c'est la différence bon, du coup, c'est la période. Notre période là, c'est de 22h30 jusqu'à 6h30, soit 8 heures. Et du coup, c'est pour convertir en secondes, on multiplie par 3600. OK? Ouais. J'ai compris. Allez, fais le calcul. T'as l'expression, t'as la valeur de Q de la première question, c'est ça? Tu fais le calcul? Je suis en train de faire. Ok, je t'attends. Ouais, mais bon, yo, c'est pas mal de 3600 secondes. Ouais, plus ou moins. Oui, Ouais, mais bon, dans la première, donc, c'est égal à rho fois V fois CMO. t'as fait Oui. le calcul. Ouais, mais C'est quoi le problème? on, ouais, on peut pas faire 1000 fois 240 fois 4800, 4126. Pourquoi? Ah, les unités. Non, non, les unités, c'est bon. Il suffit de transformer la température en Kelvin, mais ici, puisque on aura un Parle délai. de cage, donc c'est seulement 240 fois 10 à la puissance moins 3. Non, non, Je parle la- du litre volume. tu parles du litre. Oui, fois Ouais. 10 moins 3. Et le CMO, on ne change pas. CM, ça change pas. Delta T, c'est censé être en Kelvin, mais puisque ici, on a une variance de température, puisque la température en Kelvin, c'est égal. Et attends, je vais t'écrire comme ça ici, comme ça, en Kelvin. Ça veut dire la température en Kelvin. Ok. Égale la température en Celsius plus 265, 263. Du coup, lorsqu'on fera la différence entre 1 et 2, ce 263, ça s'en va avec l'autre. Tu vois?
Ouais, Si ça c'est un, par exemple, attention, si ça c'était un, on aura T2 est égal à la même chose. Ça c'était 2 par exemple. Si on fait la différence entre 2 et 1, 273 moins 273, ça s'en va. Du coup, euh, du coup, lorsqu'on a une variation de température, on n'a pas besoin, c'est pas vraiment besoin de convertir en Kelvin, ok? d'accord. Du coup, tu peux directement faire le calcul, juste change là le litre en mètres. Ouais. Allez, une Ah, question ça va après. être, c'est la Ouais. Q, ça va être je m'en prends. 7, Je vais te dicter les valeurs. ouais, ouais, c'est 1000 fois 240 fois 10 à la puissance moins 3. Oh, ah, car ça, je dis pas. Non, c'était pas. Ouais, C'est bon? ouais, mais d'accord. Oh, c'est trop con. 7, Ça, c'est Q. oui, oui, Ok. 53 fois 10 à la puissance 7. Joule. L'unité, Joule. c'est ok, c'est bon. Allez, maintenant, tu calcules la puissance. La puissance. D'accord. Quelle variation d'énergie sur delta T? Oui, et delta T, c'est ça. Voilà, delta T. Oh, oh. Et variation de l'énergie. Euh, d'accord. On sait la variation de l'énergie? Allez, tu vas juste diviser par 8 fois 3600. Ah, la variation d'énergie, c'est ce qu'on a. Tu vas juste diviser cette valeur-là de Q sur cette valeur-là. Ouais, 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 ouais. Quoi? Oui, qu'est-ce que tu as obtenu? Non, je sais pas pourquoi ça m'a pas marché. Oui, Ouais, ouais. Oh, c'est sûr. Oui. Ouais, à 2616,25. oui, c'est bon. Quelle est l'unité alors? L'unité pour ça. Oui. euh, L'unité de la puissance. L'unité de l'or. Il n'a pas l'unité. Ouais, c'est quoi? Oh, C'est le watt.
Oh, Je vais l'écrire en rouge. oh, what, what, What? Ok. Et la question suivante. quel doit être le mot? Là, on a fait ça. Non, À ça n'a pas- 6h30, on effectue un premier frissage de 80 litres de l'eau. Le remplissage de ballon s'est fait avec de l'eau à 10 degrés Celsius. Calculer la température finale de l'eau du ballon. Répète. Allez. À 16h30, on effectue un premier puisage 16h, de... c'est à 6h maintenant. Ah oui, à 16h30, on effectue un... 6h, 6h, c'est pas 16h. Ah oui, 6h. À 6h30, on effectue un premier... bah, j'ai cru que j'ai dit 13h. Un premier puisage de 80 litres d'eau. Le remplissage de ballon se fait avec l'eau à 10 degrés Celsius. Calculer la température finale de l'eau du ballon. Allez, qu'est-ce qu'on doit faire? On cherche à calculer la température finale. Du coup, la température finale, c'est comme on cherche T2. Ok. Comme si on cherche T2. T2, c'est la température finale. OK? Et ils nous ont donné un instant dans lequel ils ont fait un puisage de 80 litres d'eau. OK? Oui, Tu m'entends? je vous entends. Donc. Du coup, le remplissage du ballon se fait avec l'eau à 10 degrés Celsius. Du coup, le 10 degrés Celsius qu'ils nous ont donné ici, c'est notre T1. Tu vois, c'est la température initiale. Ils nous demandent de calculer la température finale. Oui, Ils nous ont donné un nouveau volume et ça, c'est juste pour savoir qu'on a terminé la dernière partie. Allez, qu'est-ce qu'on doit faire? On a enlevé 80 litres de ce volume-là. Avant, on avait 240, ok? d'accord. Cette 240 là qu'on avait, c'est à 6h30, on l'a vidé et on a vidé 80 litres d'eau. Du coup, il reste quoi? Il reste combien? Il en reste combien? Il reste 240 moins 80. Ok? Hmm. 90. Ok? Oui, Du coup, c'est ça ce qu'il reste de l'eau. Du coup, on doit refaire le calcul avec ce volume-là, parce que c'est ça notre nouveau volume, après le puisage. Ok. oui, Et en tenant compte qu'on a une température initiale de oh, pardon, 10, 10 degrés Celsius et calculer la température finale. Allez, donne-moi l'expression. C'est assez facile. C'est simple. l'expression Expression de la température finale. température finale. Tu peux la décrire simplement de cette expression-là. C'est faut dire. Bah, on va sûrement remplacer le volume par 160. Oui, on remplace la masse par le volume fois la masse volumique telle que le volume c'est 160 et on a T1 est égal à 10 degrés et puisque
Lors d'une variation, on ne tient pas compte de l'unité, puisque on cherche ici une variation. Est-ce que je te dis est vrai ou pas? Alors ça, c'est un piège. Allez. Est-ce qu'on a ici une variation? Tu peux écrire dans un papier si tu es embêté. Allez, je vais écrire. Ton cul là. Euh, changer en noir. Q est égal. euh, M fois C. M, c'est quoi? C'est rho. Ah, pardon. C'est rho, c'est la masse volumique fois le volume. Le volume, notre nouveau volume, c'est 160 fois 2 moins un. OK? Et 2 moins 1. Du coup, de cette expression-là, on doit déduire T1. Pardon. Du coup, T2, ça sera quoi? Ça sera T est égal à Q en Q sur rho fois 160 sur rho fois 160, comme ça, moins, pardon, plus T1. Ça, c'est juste une équation, là. Tu vois? Tu vois comment j'ai pu déduire T2? Oui, allez. Ouais. D'accord. Alors, je vais effacer l'expression et tu dois me redire. C'est quoi? La refaire dans un papier. Et deux verticales. Oui, Peut-être c'est deux égal. égal. Oui. Allô? J'entends pas. Rho Non, c'est pas ça. Non. Alors, je vais faire ça simplement. Q sur lui-là. O, O fois 160 égal. C'est égal à quoi ce produit-là? Égal à moins 1. OK? D'accord. égale Si je Q c'est ramène par rho égal à si je ramène le moins un là, de l'autre côté, ça serait quoi? Ça sera ça plus T1. Oui, ça sera d'accord. ça plus T1. Tout ça est égal à T2. T2. Compris? D'accord. Compris ou pas? J'entends pas.
Oui, c'est bon. Khalil, tu m'entends? C'est bon. C'est bon? Bien compris là Oui, comment on a pu calculer T2. Du coup, et comme ça, si on fait le calcul avec ce nouveau volume-là, on aura la température finale. Avec Q, c'est le même. Parce que si on change le volume euh, un instant final, l'énergie de transformation, ça change pas. Du coup, on a le même Q et ce n'est que le volume qui change. C'est bon? oui, c'est Allez. bon. Ah, je vais faire une fiche, c'est un rapport, un compte rendu sur ce qu'on a fait. Je vais te l'envoyer par WhatsApp. Allez, bonne soirée. D'accord, c'est le groupe pour... non, d'accord, bonsoir. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Vous pouvez m'envoyer le cours au début? Oui, oui, je vais envoyer tout dans le groupe D'accord. WhatsApp. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Bonsoir.